coucou à tous. Voilà ce que j'ai accumulé, je ne m'attendais pas à en avoir autant pour vous présenter un book haul. Il y en a beaucoup, oui. Donc préparez-vous. D'abord, je pense qu'on va ouvrir le colis que j'ai commandé sur Le Bon Coin. Parce que, si vous vous souvenez bien, j'avais trouvé un livre d'Elena Ferrante, ou d'Elena Ferrante, je sais pas, mais je pense que c'est Ferrante plutôt. Elena Ferrante, donc elle est italienne. J'avais trouvé le premier tome de L'Amie prodigieuse et je ne savais pas qu'il y en avait 4. J'ai trouvé le deuxième tome dans une brocante, vide-grenier, enfin vide-maison. L'Amie prodigieuse le nouveau nom, donc le tome 2. Mais j'ai vu qu'il y en avait encore 2, donc du coup, j'ai cherché les 2 derniers, mais manque de chance, les 2 derniers coûtaient aussi cher que les 4 ensemble. Donc j'ai commandé les 4. Elle a plutôt bien emballé le colis, on va voir. Hein. Je vais l'ouvrir, on va regarder ça. Et donc là, il y a 4 tomes normalement. Que je n'abîme pas les livres. C'était mis comme neuf. On va regarder si c'est neuf. Ah oui, c'est nickel. Elle les a peut-être lus, mais elle en a pris soin. Oh, c'est parfait. Bon, ils sont un petit peu amochés, mais un tout petit peu. Mais ils sont en très très bon état. On achète des fois du neuf comme ça dans les librairies. Ils sont parfaits. Ah voilà, je suis pas du tout déçue, donc je vais lui laisser une très très bonne évaluation. Franchement, génial. Donc, je vous lis les 4e de couverture comme d'habitude. Je suis désolée pour la tenue, j'ai hyper chaud. Hyper chaud, et je suis en maillot de bain. Oui, et avec un paré, enfin c'est pas un paré, mais c'est un truc qui va avec le maillot de bain, parce que j'en peux plus. Bon bah on va lire dans l'ordre. Voilà, donc le tome 1, c'est L'Amie prodigieuse. Donc tous sont au format poche, édition folio. Nous avons ici, c'est le plus petit tome. Ici, nous avons 429 pages. Oh là là, c'est vraiment dense, hein. Oh! Donc, je ne suis pas nostalgique de notre enfance. Elle était pleine de violence. C'était la vie, un point c'est tout. Et nous grandissions avec l'obligation de la rendre difficile aux autres avant que les autres ne nous la rendent difficile. Elena et Lila vivent dans un quartier pauvre de Naples à la fin des années 50. Bien qu'elle soit douée pour les études, ce n'est pas la voie qui leur est promise. Lila abandonne l'école pour travailler dans les shops de cordonnier de son père. Elena, soutenue par son institutrice, ira au collège puis au lycée. Les chemins des 2 amis se croisent et s'éloignent avec pour toile de fond une Naples sombre en ébullition. Voilà, donc on va voir le tome 2. C'est celui-là qui est un peu plus marqué, mais il est beaucoup moins marqué que ce que j'ai acheté. Donc, L'Amie prodigieuse 2, le nouveau nom. Ici, il est très très épais par rapport au premier, donc il fait 622 pages. Il est aussi dense. Si rien ne pouvait nous sauver, ni l'argent, ni le corps d'un homme, ni même les études, autant tout détruire immédiatement. Le soir de son mariage, Lila, 16 ans, comprend que son mari Stefano l'a trahi en s'associant aux frères Solara, les camoristes qu'elle déteste. De son côté, Elena, la narratrice, poursuit ses études au lycée. Quand l'été arrive, les 2 amis partent pour Ischia. L'air de la mer doit aider Lila à prendre des forces afin de donner un fils à Stefano. C'est assez intriguant je trouve comme résumé. Celle qui fuit et celle qui reste. Le tome 3, on n'est pas loin de 150 pages. Bon, il est un petit peu marqué, mais c'est franchement... ils sont en très bon état quand même. Nous vivons une époque décisive. Tout est en train d'exploser. Participe, impose ta présence. Alors que les événements de 1968 s'annoncent que les mouvements féministes et protestataires s'organisent, Elena, diplômée de l'école normale supérieure de Pise, se retrouve au premier rang. Elle vient de publier un roman inspiré de ses amours de jeunesse qui rencontre un certain succès tout en faisant scandale. Lila, elle, a quitté son mari Stefano et travaille dur dans une usine où elle subit le harcèlement des hommes et découvre les débuts de la lutte prolétaire. Pour les 2 jeunes femmes, comme pour l'Italie, c'est le début d'une période de grands bouleversements. Les années 60, tout ce que j'aime pas. Mais bon, on verra bien. Par contre, ça va pas descendre plus quand même. L'Amie prodigieuse, donc tome 4, L'enfant perdu. Et je crois que c'est le plus épais. Ah non, il fait le plus épais en fait c'est le 2, je crois. Celui-ci il fait 618 pages. Ouais, là il est un peu froissé, mais bon.
Comme toujours, Lila s'attribuait le devoir de me planter une aiguille dans le cœur, non pour qu'il s'arrête, mais pour qu'il batte plus fort. Elena, devenue auteure reconnue, vit au gré de ses escapades avec son amant, entre Milan, Florence et Naples, parce qu'elle s'est éloignée du quartier populaire où elle a grandi. Elena redoute les retrouvailles avec son amie d'enfance, mais depuis quelque temps, Lila insiste pour la voir et lui parler. La saga se conclut en apothéose après avoir embrassé 60 ans d'histoire des deux femmes et de l'Italie des années 50 à nos jours. Ok, bon bah écoutez, hein, ça promet. Je pense que ça va être intéressant, ça va être bouleversant et ça va être assez passionnant, je pense, cette amitié forte entre les deux femmes qui n'est pas toujours très évidente. Bon, on continue. Ah oui, j'ai dû tout attacher parce que j'ai tellement chaud. Et donc, on va continuer avec ce que j'ai trouvé dans un magasin pas cher, là, 1 euro. Non, ce qu'on a trouvé aux Encombrants, pardon. Donc, un appartement à Paris de Guillaume Musso. J'ai adoré la couverture. Je l'ai trouvé en plutôt bon état. Ah non, celui-là, je crois qu'il vient de Vide Maison. Donc, le livre de la maturité et de l'audace, par Bernard Lehu, RTL. Paris, un atelier d'artistes au fond d'une allée verdoyante. Madeleine, une ex-flic londonienne, y est venue pour panser ses blessures. Gaspard, un auteur misanthrope, l'a loué pour écrire dans la solitude. À la suite d'une méprise, ces deux écorchés vifs sont contraints de cohabiter quelque temps. Dans l'atelier où plane encore le fantôme de l'ancien propriétaire, Madeleine et Gaspard vont mettre au jour un secret terrifiant. Et cette découverte glaçante va les forcer à affronter leurs propres démons dans une enquête vertigineuse qui les changera à jamais. Un thriller extraordinaire par Pierre Lescure, c'est à vous, France 5, et le final laisse une fois de plus admiratif de l'imagination de ce romancier hors norme, Bernard Thomasson de France Info. Bah écoutez, à découvrir, c'est aux éditions Pocket. Et il est assez épais, 539 pages, c'est très marrant cette image avec le QR code. Voilà. Et maintenant, ce sont des livres que j'ai trouvés aux Encombrants, donc je vais vous les présenter puisque j'ai envie de les lire et ils sont quasi neufs. Donc regardez-moi ça, c'est parfait. Donc livre de poche, édition livre de poche, donc c'est une saga. John Boyne, Les Fureurs invisibles du cœur, une saga bouleversante par l'Express et furieusement romanesque par Le Monde des livres. Il est très épais ce bouquin. Ouh là là, il fait 852 pages. Cyril n'est pas un vrai Avery, et il ne le sera jamais du moins. C'est ce que lui répètent ses parents, Maud et Charles. Mais s'il n'est pas un vrai Avery, qui est-il ? Né d'une fille mère bannie de la communauté rurale irlandaise où elle a grandi, devenu fils adoptif des Avery, un couple dublinois, aisé et excentrique, Cyril se forge une identité au gré d'improbables rencontres et apprend à lutter contre les préjugés d'une société où la différence et la liberté de choix sont loin d'être acquises. Donc on a un avis de Le Monde des livres de Florence Bouchy, une grande fresque sur l'histoire sociale de l'Irlande transformée en épopée existentielle. Delphine Perras de l'Express, John Boyne partage avec le chef-d'œuvre de John Irving, Le Monde selon Garp, un même souffle épique. Et Christophe Onodibio de Le Point, une éducation sentimentale et politique portée par l'art d'un romancier qui s'est sondé les reins et les cœurs. Bah écoutez, à voir, hein. Je ne sais pas, il y a du coup combien de tomes. Si c'est une saga... Je ne trouve pas ces tomes, peut-être qu'il faut que je cherche sur internet, sûrement même, mais du même auteur, il y a Le Garçon en pyjama rayé, La Maison Épatiève, Noé Nectar et son étrange voyage, Mon père est parti à la guerre, Barnabé ou la vie en l'air, Le secret de Tristan Sadler, Le Garçon au sommet de la montagne. Il n'y a aucun titre qui me parle. Je ne connais pas cet auteur. À découvrir. Ensuite, j'ai trouvé ce livre-là de Jean Daillon, Les collèges fantômes. Presse de la Cité, il a l'air super sympa, en très très bon état, donc format broché. Hein. Ici, nous avons pas loin de 105 pages, hein, on est à 470. Paris, 1er octobre 1625. Jour de rentrée pour Louis Fronsac, qui réintègre le très prisé collège de Clermont. Bon élève, lui, est aussi un adolescent intrépide, toujours en quête d'aventure.
Avec son fidèle ami Gaston de Tilly et d'autres compagnons, il décide d'explorer le bâtiment abandonné mitoyen de Clermont. Ne dit-on pas qu'il était un repère de ligueur et que ses murs sont encore hantés par le souvenir de la Saint-Barthélemy? Au cours de leurs incursions secrètes, les garçons trouvent dans le cellier des tonneaux de vin, de contrebande possible, car partout dans les rues de la capitale, corruption et tromperie sont de mise. Louis et Gaston, surpris lors de leur visite, vont devenir les proies d'un pitoyable individu, tandis que se trame entre les murs du collège désaffecté une conspiration contre le ministre du roi, Richelieu. Entre complot et pouvoir, une enquête au cœur de l'histoire menée par Louis Fronsac. Jean Daillon a publié des romans policiers historiques, parmi lesquels la saga Guilhem, Dussel de Taille et des Stocks, et Férir ou Périr, aux presses de la Cité. Il a reçu en 2011 le Grand Prix littéraire en Provence pour l'ensemble de son œuvre. Écoutez, à découvrir, ça a l'air prometteur. Et puis, un beau livre qu'on a trouvé, et je n'ai pas résisté pour le prendre parce que je le trouve vraiment magnifique. C'est un livre de Robert Louis Stevenson, L'île au trésor, que je pourrais vous lire d'ailleurs en ligne. Il est très beau. Donc, si on enlève la jaquette, il se présente comme ceci. Ah oui, on pourra le lire d'ailleurs, tiens. Franchement, hein, je pense que ça peut être sympa. Il a 213 pages, ça se présente en général comme ceci, je trouve ça très très beau. Les images sont jolies mais assez particulières. C'est beau, hein? Mais j'aime beaucoup, franchement, et il est en super bon état, je crois que c'est des années 85, de l'année 85 il me semble. Même des comme ça, j'adore. Voilà, donc je vais vous dire de quelle année c'est. C'est aux éditions Aubier de l'année 85, c'est ça, Aubier Montaigne. Donc voilà. Et pour terminer, j'ai acheté 3 livres tout à l'heure chez Auchan. Je vais vous les montrer. J'ai vu une offre, en fait, 2 achetés, 3e gratuit, mais c'est pas pour ça que je suis partie chez Auchan. En fait, je suis partie pour déposer les colis, récupérer un colis avec les livres que je vous ai présentés tout au début, donc d'Elena Ferrante. Et j'ai succombé à l'envie d'acheter d'autres bouquins. Donc il y avait celui-ci qui était offert et qui m'a happé, donc il m'a appelé littéralement. Et du coup, j'ai cherché quoi acheter pour avoir celui-là. Donc d'habitude, je fais l'inverse. J'achète pour avoir un autre gratuit, mais là, c'était l'inverse. C'est 2e fois, je crois que ça m'arrive comme ça. Jacques Saucet, Le Loupin. C'est un thriller livre de poche. Je ne connais pas du tout cet auteur, mais le titre m'a intriguée. Et donc ici nous avons, et c'était le seul, il y en avait plusieurs livres qui étaient par un nombre assez important, mais celui-ci il était tout seul, donc j'avais envie de le prendre. On est à 470 pages. Vincent Galtier. Je suis désolée, le soleil s'en va là. J'espère que ça va pas être trop sombre. Vincent Galtier est vétérinaire dans une petite ville de Lyon, près d'Auxerre. Depuis la mort accidentelle de son fils, son couple est à la dérive. Seule Marion, sa maîtresse, parvient à lui faire vivre quelques rares moments d'oubli. Une nuit, alors qu'il vient de la quitter et traverse une forêt isolée pour rentrer chez lui, les passagers d'une voiture inconnue lui tirent dessus et tentent de le précipiter dans un ravin. Lorsque Vincent arrive finalement à son domicile après leur avoir échappé de justesse, c'est pour y découvrir une scène de massacre. Il y en aura d'autres. Le cauchemar ne fait que commencer. L'auteur de 4 racines blanches et de l'enfant aux yeux d'émeraude offre un cadre inhabituel au thriller, le monde vétérinaire dans ce page-turner machiavélique, suspense implacable. Le nom là, ça me donne envie aussi. Les 2 noms en fait des livres, 4 racines blanches et puis l'enfant aux yeux d'émeraude, ça donne envie aussi. Je pense que ça doit être quelque chose d'assez mystérieux. Puis ce livre-là, en fait, ça fait un moment que je rôdais autour. Je l'ai vu au format broché. J'étais assez patiente pour l'avoir au format poche. Et je vous avoue qu'après avoir lu un des bouquins de Laurent Gounel, j'étais pas super emballée. Mais celui-ci m'a quand même tentée. Parce que j'aime beaucoup le résumé et j'adore la couverture. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont fait exactement la même qu'au format broché. Et ça, c'est génial parce que des fois, ça diffère entre les 2 formats. Et souvent, formats poche sont moins jolis que les formats brochés.
Celle-ci, je trouve qu'ils ont gardé, je crois qu'ils ont gardé tout à fait la même. Ça, c'est un bombé, c'est un relief, en fait, c'est super joli. Et donc, ça s'appelle Intuitio. Intuitio, peut-être, Intuitio. Il n'est pas très long, je pense qu'il doit se lire assez bien, et on n'est pas très loin de 430 pages, un truc comme ça. Timothy Fisher, jeune auteur de polar, mène une existence tranquille dans le Queens, à New York, avec son chat Al Capone. Quand 2 agents du FBI se présentent à sa porte pour lui demander de les aider à arrêter l'homme le plus recherché du pays, il croit d'abord à une plaisanterie. Mais après un moment de rejet, il finit par accepter leur étrange proposition. Rejoindre un programme secret visant à former des intuitifs, des personnes capables d'accéder à volonté à leurs intuitions. D'abord sceptique, Timothy découvre que le monde cache des possibilités insoupçonnées. Il se trouve embarqué dans une course contre la montre qui le conduit à apprivoiser ce pouvoir méconnu mais accessible à tous. Un pouvoir qui nous montre la vie telle qu'elle est véritablement extraordinaire. C'est une vraie réussite, c'est passionnant, palpitant par France Info TV, et puis le récit place ses lecteurs devant un questionnement saisissant, Ouest France. Ah, j'ai pas vu qu'il coûtait 9,40 quand même, hein. Mais franchement, ça donne trop envie. Bon, je pense que c'est la couverture qui vaut ça. Hein. Mais j'ai l'impression que les poches, elles ont augmenté de tarif en fait. 8,20, 9,90. Après, c'est peut-être aussi l'épaisseur des bouquins, hein. Je sais pas. Et folios, je sais pas, parce qu'en fait, les folios et puis les pockets, ils ont les codes, donc il faut donner les codes et il faut consulter les codes pour voir ce que ça vaut. Donc Donato Carisi, Je suis l'abysse. Et je regardais bien dans ma bibliothèque, je ne l'ai pas, parce que je me suis dit, j'ai Donato Carisi, j'ai le chuchoteur, j'ai la maison de je ne sais quoi, c'est pas la maison des poupées? Non, je me rappelle pas, mais enfin, j'ai cette trilogie de chuchoteurs et puis la maison de quelque chose, mais je crois pas que j'ai ça. J'ai aussi un autre qu'on avait, j'avais trouvé chez Dilecage, je crois, en grand format. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un tout récent qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Donc celui-ci, il fait, on n'est même pas à 400 pages, hein, on n'est pas très loin. Et je pense qu'il doit se lire bien. Il est assez aéré. Une mère laisse seul son petit garçon qui ne sait pas nager dans une piscine remplie d'eau putride. J'ai pas aimé le début, mais après, vu la fin, j'ai plutôt apprécié. Des années plus tard, devenu adulte, les séquelles sont là et il n'est pas tout à fait comme les autres. Il a choisi le métier d'éboueur pour qu'on ne le remarque pas. Mais l'homme qui nettoie rôde autour de nous, parmi nos déchets. Il cherche des indices sur nos vies, en particulier sur celles des femmes seules. Son existence bascule quand, malgré lui, il porte secours à une adolescente en train de se noyer dans le lac de Com, et que tout le monde cherche à en savoir plus sur ce sauveur anonyme. La chasseuse de mouches, elle, est inquiétrice et tente de protéger les femmes en péril. Elles sont nombreuses, surtout quand l'homme qui nettoie s'intéresse à elles. Donc, on a la vie de Lionel Germain de Sud-Ouest. Le romancier explore les failles d'une enfance malmenée. Et Héloïse Goy, télé 7 jours, intense et rondement menée. Ah, elle me parle. Ça a été traduit par Anaïs Boutet-Bocobza. Peut-être qu'elle avait traduit ses autres bouquins, mais ça me parle son nom. Voilà, c'était traduit d'italien. Écoutez, ça donne envie, mais je pense que ça doit être bien glauque. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Moi en tout cas, j'apprécie tout ce que j'ai pris, j'adore, j'espère que ça va me plaire et que ça va vous plaire également quand je vais vous faire un point lecture, avis de mes lectures, etc. Voilà, pensez à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà lu un ou plusieurs de ces livres, est-ce que ça vous tente si vous ne les avez pas lus? Voilà, et sur ce, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!